Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Comment associer sécurité avancée et coût optimisé. Découvrez l'approche automatisée du WAF en mode SaaS. Alors avant toute chose, avec Valentin, nous tenons à vous préciser que ce webinaire est fait dans le strict respect des mesures sanitaires en cours. Donc nous nous sommes fait tester avant-hier, voilà, et nous sommes restés à l'isolement. Et donc on va respectivement enlever notre masque à chaque fois qu'on interviendra pour respecter au mieux ces mesures sanitaires. Du coup, je l'enlève. Donc, merci d'être si nombreux ce matin. Si vous nous avez rejoints, c'est que vous vous sentez concerné par le renforcement de la sécurité de vos applications web, tout en gardant à l'esprit l'effort que représente en général l'intégration d'une nouvelle solution de sécurité. Que vous soyez RSSI, développeur ou consultant, nous allons donc échanger sur les enjeux relatifs à la sécurité de vos environnements web et tâcher de vous montrer en quoi les technologies de Rode et Schwartz peuvent vous aider à renforcer le niveau de sécurité avec un minimum d'effort. Donc, ce webinaire va durer approximativement 35 à 40 minutes. Restez bien avec nous car la session de démonstration sera quasiment à la fin du webinaire. Et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. On tâchera d'y répondre certainement à la fin. Et ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay très prochainement. Du coup, au niveau des présentateurs, si la slide veut bien s'afficher. Donc, je suis accompagné de Valentin Artaud. Et Valentin et moi-même sommes très heureux de vous accompagner durant cette session. Et je te propose justement de te présenter, Valentin. Oui, bonjour à tous. Valentin Artaud, donc je suis en charge des relations partenaires pour Rode & Schwartz Cyber Security. J'aurai en charge la démonstration de Cloud Protector. Donc, restez bien avec nous. Je te laisse continuer et on se retrouve un petit peu plus tard dans le webinaire. Voilà, bah justement, tu vas pouvoir nous présenter l'ordre du jour de ce webinaire juste après. Et moi, brièvement, Alexis Zourabichvili, commercial dans l'équipe Grand Compte sur la partie industrie, services, transport. Certains de vous me connaissent. J'ai vu les participants. Je t'en prie, Valentin, pour l'ordre du jour. Donc, pour l'ordre du jour, voilà, on va commencer par introduire avec les enjeux du RSSI. On vous fera un petit panorama également de la sécurité applicative. On fera évidemment une présentation des principales fonctionnalités de Cloud Protector et nous ferons une démonstration, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Mais comme ce sondage est également interactif, on vous propose de commencer par un sondage afin de prendre un petit peu la température autour des tendances que nous partagerons ensuite. On a une première question. En 2020, avez-vous constaté une hausse significative des cyberattaques sur vos applications, sur vos environnements web? Première question. Alors, c'est vrai qu'on vous pose cette question aujourd'hui car 90% des organisations françaises auraient été visées par les cyberattaques, justement dans le contexte du Covid-19. Ça a en effet constitué une opportunité inédite pour les hackers entre le télétravail et puis la désorganisation dans les entreprises due à l'urgence de la crise. Les cyberattaques ont explosé et nous l'avons d'ailleurs constaté auprès de nos clients et notamment ceux qui utilisent le service SaaS Cloud Protector. Donc, on vous laisse répondre. Encore quelques secondes peut-être. Alors, donc au niveau des réponses au sondage, on constate en effet que la moitié des participants constatent une hausse significative des cyberattaques. Une minorité, en l'occurrence 7%, ne constate pas d'augmentation de cyberattaques. Et en revanche, ce qui est particulièrement intéressant et ce qui est fréquent, c'est le je ne sais pas. Effectivement, les outils ne sont pas toujours déployés ou optimisés pour détecter les intrusions. Et ça, c'est un point qu'on va certainement pouvoir aborder ensemble aujourd'hui durant ce webinaire. Alors, du coup, débutons, si vous le voulez bien, par une introduction avec les tendances à la fois concernant l'évolution de vos enjeux en tant que RSSI ou personne impliquée dans la sécurité des SI de votre organisation, puis de manière plus concrète, la sécurité applicative ainsi que les challenges correspondants. Alors, au niveau des principales préoccupations en tant que RSSI ou garant de la sécurité des systèmes d'information dans votre entreprise, on peut partir de ce constat. 68% des chefs d'entreprise estiment que leur risque pour la sécurité augmente via le cabinet Accenture. Effectivement, auparavant, la cybersécurité était plutôt l'apanage des fonctions techniques et l'on constate qu'elle devient de plus en plus une fonction transverse de par son importance et l'impact d'une éventuelle cyberattaque. On a aussi une deuxième
tendance qui est particulièrement intéressante et importante dans le cadre de l'année 2020, c'est 22 millions. Le coût de l'amende RGPD infligée à British Airways, donc déjà société mise à mal par le contexte sanitaire au vu de son secteur d'activité. Et donc effectivement, le site web de British Airways a été attaqué et a détourné le trafic web sur un site pirate avec plus de 400 000 données utilisateurs qui ont été justement détournées. On peut aussi noter le coût des amendes RGPD en France qui a explosé puisqu'il s'élève à 52 millions d'euros en 2020, plaçant la France sur la 3e place du podium européen en termes d'amendes RGPD. Et 1,5 million, c'est le nombre de rôles non pourvus en matière de cybersécurité d'ici la fin de l'année 2020. Nous avons dépassé depuis, c'est le Gartner qui nous a donné cette information. Et effectivement, sur le marché de l'emploi, les compétences en cybersécurité, et spécialement celles venant grossir les rangs des équipes SOC, des entreprises sont prisées et rares. 91% des entreprises constatent justement dans le dernier baromètre du CESIN une pénurie de ressources humaines en cybersécurité. Donc justement, on va voir comment on peut composer avec cette tendance et ce contexte. D'un point de vue plus orienté technique et cybersécurité d'un point de vue attaque et tendance, les attaques d'applications web ont augmenté de plus de 800% en un an. En faisant nos recherches avec Valentin pour ce webinaire, on était assez effarés nous-mêmes de cette explosion qui est due à ce qu'on a pu voir juste avant et aussi la réponse à votre sondage. Aussi, le nombre d'attaques DDoS qui est sur le devant de la scène d'un point de vue cyberattaque a explosé. Et d'ici 2023, il devrait représenter 15,4 millions, sachant qu'en 2020, la bande passante moyenne des attaques en France était supérieure déjà à 1 gigabit par seconde. Et la plus grande attaque enregistrée en France sur l'ensemble de l'année 2019 était de 222 gigabits par seconde. Voilà, donc on constate une réelle explosion des attaques DDoS. L'injection SQL aussi, qui représenterait les 2/3 de toutes les attaques d'applications web en 2019, donc qui fait partie justement du top 10 de l'OWASP qu'on abordera juste après. Et d'ici 2025, 55% des grandes entreprises œuvreront avec succès dans une stratégie complète cloud et SaaS. On le voit, c'est une grande tendance. Le cloud est en plein essor, mais souvent, le SaaS et le cloud soulèvent des questions légitimes de respect de la RGPD et de protection vis-à-vis du Cloud Act et du Patriot Act. Donc, on va pouvoir aussi l'aborder durant ce webinaire. Un deuxième sondage, Valentin? Oui, alors on va encore vous faire travailler. Alors justement, tu as abordé là le top 10 de l'OWASP sur une échelle de 1 à 5, donc 1 très peu protégé, 5 ceinture bretelle. Comment estimez-vous aujourd'hui être protégé face aux attaques recensées dans le top 10 OWASP? Pendant qu'on vous laisse répondre, on rappelle que le top 10 de l'OWASP, c'est effectivement le top 10 des attaques les plus représentées, les plus courantes. Il a été mis à jour en 2017 et il est à noter également qu'il existe un top 10 OWASP sur les API, ces connecteurs qui échangent des données de manière automatisée, soit avec d'autres partenaires, soit pour les applications mobiles par exemple. Donc c'est assez intéressant. On va regarder vos réponses. Vous êtes encore en train de répondre. On va vous laisser encore quelques secondes et on va pouvoir afficher les réponses. Alors là encore, un peu une réponse de Normand, je dirais, si je peux me permettre. Donc on a très peu protégé quand même, 12% entre 1 et 2, donc on pourrait dire relativement peu protégé. On a voilà, moyennement, alors c'est marrant cette réponse, c'est-à-dire est-ce que voilà, vous estimez que vous avez peut-être déjà certaines protections, mais voilà, il y a quand même que 6% de l'audience large, quand même ce matin, qui estime très bien protégé. C'est quand même assez intéressant. Regardons maintenant avec Alexis, votre challenge en termes de sécurité applicative. Merci Valentin. Donc effectivement, les 4 grands challenges en matière de sécurité applicative, et j'enlève le masque, ça va être dans un premier temps le gros nerf de la guerre, si je puis dire, dès qu'on va mettre en place un outil de sécurité de type firewalling, ça va être d'allier la sécurité et le faible taux de faux positifs. Voilà. Intégrer la sécurité au cœur d'un système en production constitue bien souvent des blocages inadaptés, ce qu'on appelle les faux positifs, qui vont nécessiter beaucoup de travail derrière pour créer des exceptions et accorder les accès légitimes qui auront été réalisés sur le site et qui auraient été bloqués à leur insu pour les utilisateurs. Donc ça, c'est un pilier fort de la sécurité applicative et de la mise en place d'une solution de sécurité.
La couverture d'environnement hybride, nous l'avons vu, le SaaS et le cloud représentent un réel enjeu pour les entreprises et une tendance forte. Vous devez donc être en mesure d'assurer à la fois la couverture de vos environnements on-premise, ceux de vos partenaires, mais aussi les environnements de type cloud, quels qu'ils soient. Donc, une solution de sécurité doit être en mesure d'apporter un niveau de sécurité homogène, d'un point de vue gouvernance aussi, malgré des environnements qui sont de plus en plus hétérogènes et donc hybrides. Le troisième pilier, c'est la charge de configuration et de déploiement. Nous l'avons vu, les ressources sont rares, sont précieuses, et il est donc important d'optimiser justement les ressources nécessaires à la mise en place d'une solution de sécurité, à la fois en build et à la fois en run, pour que ce ne soit pas un impact trop élevé. Et enfin, la grande disponibilité nécessaire, on a parlé des attaques de type DDoS, mais il est aussi important d'avoir en tête que mettre en place une solution de sécurité ne doit pas être un frein pour le business et pour la production. Et donc, les entreprises doivent minimiser les temps d'arrêt et surtout maximiser avec l'essor du télétravail et le contexte du Covid-19 avec beaucoup de e-commerce et d'accès à distance, l'accès au site. Je te laisse introduire la problématique, Valentin. Oui, effectivement. Donc, avec tout ce que tu as rappelé en termes de challenge, justement, l'idée, c'est de savoir comment on peut intégrer une solution de sécurité avancée qui nous protège contre les nouvelles menaces qui pèsent sur ces applications web, mais tout en ayant des coûts optimisés et une approche automatisée en mode SaaS. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et bien justement, on va y répondre. On a encore une dernière question avant de répondre à cette question. C'est justement aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez comme produit de sécurité dans vos infrastructures, qu'elles soient on-premise ou cloud, pour vous prémunir des cyberattaques? Alors c'est vrai que justement pendant que vous répondez, selon une récente enquête réalisée par KPMG et Oracle, 78% des répondants utilisaient plus de 50 produits de sécurité différents en même temps. Donc il y a vraiment pléthore de solutions et pour s'y retrouver et pour gérer les priorités, c'est toutefois un peu complexe. Et 37% en avaient plus de 100. Donc on imagine bien la complexité pour un RSSI d'avoir de la visibilité. Et il y a donc aujourd'hui une grande variété de solutions et donc important de prioriser les plus valorisables d'un point de vue investissement versus risque couvert. Hein. C'est un vrai sujet. Et donc, on vous a mis différents choix. Hein. Donc, le WAF, forcément, le Web Application Firewall. Le DAS, qui est le scanner de vulnérabilité, hein, le Dynamic Application Security Testing. On vous a mis du RASP, le Runtime Application Security, vous avez peut-être certainement entendu parler. Alors, ceux qui répondront qui n'ont pas de firewall seront… voilà, on fera immédiatement une déclaration à la CNIL. Est-ce que vous avez aussi un programme de bug bounty? Parce qu'effectivement, ça aussi, c'est dans l'air du temps. Est-ce que vous avez de la sécurité, je dirais, proactive? Alors, on va afficher les réponses. Alors, on voit que quasiment 60% de l'audience a du Web Application Firewall et des outils de vulnerability testing, pas du tout de runtime application security, hein, pas du tout. Firewall, on va quand même, je pense, et un programme de bug bounty aussi, donc c'est assez intéressant. Ouais, 13% de bug bounty. Et le WAF, la question qu'il faut se poser, c'est est-il en mode bloquant? Êtes-vous parvenu à le mettre en mode bloquant? Est-ce que la charge et les faux positifs vous ont permis justement de le mettre en mode bloquant? Car c'est bien d'avoir de la visibilité, c'est déjà un premier niveau, mais le but après, l'objectif, c'est de bloquer les utilisateurs illégitimes. Alors faisons maintenant, on va poursuivre avec une sécurité éprouvée. Hein, donc Cloud Protector, le produit dont on va parler aujourd'hui, est le fruit de plus de 20 ans d'expérience dans la sécurité web applicative, puisque Rohde & Schwarz a racheté le leader français du Web Application Firewall, Denial. Et on a ensuite bien proposé un outil de WAF en mode SaaS depuis plus de 5 ans maintenant, qui va permettre de lutter contre des techniques d'attaque comme des techniques d'évasion, les hackers qui veulent encoder des attaques, des requêtes pour bypasser le WAF. Alors comment justement nous on peut se prémunir contre ces potentiels bypass? Contre les injections de commandes hein, qui sont particulièrement dévastatrices également. Si vous êtes sur des systèmes de ZIS par exemple, hein, sur des systèmes Windows, des SQL injection, hein, même si c'est l'attaque la plus courante et la moins probable, c'est quand même aussi l'une des plus dévastatrices.
On a également expliqué comment on peut lutter contre les cross-site scripting qui peuvent détourner le trafic comme ça, comme l'attaque de British Airways, qui peuvent détourner du trafic, voler des cookies. Comment on peut lutter contre les passes transversales, hein, accéder à des répertoires auxquels un utilisateur n'a pas accès. Et puis les différentes injections en tout genre. Alors justement, première technique d'attaque, l'évasion. Effectivement, si vous avez aujourd'hui sur l'audience qui a sur les 56%, je dirais, de la part d'audience qui a un WAF, est-ce que votre WAF aujourd'hui est capable de normaliser les requêtes web, capable comme ça de regarder cet exemple de cross-site scripting, hein, donc on a un exemple, voilà, tout simplement un cross-site scripting. Le hacker peut tout à fait encoder l'attaque, hein, dans hexadécimal par exemple, pour essayer de bypasser la protection WAF qui bien sûr détecterait tout de suite un cross-site scripting. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si vous n'avez pas de moteur de normalisation? Bien, la requête, elle va passer encodée à travers le WAF, elle va arriver sur le serveur applicatif et le serveur applicatif va tout simplement décoder automatiquement cette requête. Et là, qu'est-ce qui se passe si on bypass le WAF sur bien sûr une attaque plus avancée, hein, c'est pour l'exemple. Bien, il peut résulter un cross-site scripting si vous êtes sur un WordPress qui n'est pas patché, si vous êtes sur des environnements qui ne sont pas forcément très sûrs. Un deuxième exemple de blocage avec une injection de commande avec notre moteur ICX, qui est notre moteur de corrélation, d'extrapolation, qui est en fait une blacklist avancée. Bien, imaginez que vous allez sur un site web pour faire un WHOIS, hein, par exemple, vous voulez savoir à qui appartient un enregistrement DNS. Donc là, dans l'exemple WHOIS google.fr, qu'est-ce qui se passe si on a l'ajout comme ça avec un pipe, un enchaînement de commandes, si vous êtes sur des systèmes Unix? Imaginons que tout simplement l'attaqueur fait un WHOIS pipe avec un LS pour lister les répertoires, par exemple, de votre serveur. Eh bien, il faut un outil comme ça qui sache détecter des caractères d'évasion dans les entrées des utilisateurs, détecter des commandes Windows et Unix. C'est très important. Donc, posez-vous effectivement pour tous ceux qui ont un WAF aujourd'hui, est-ce que votre WAF est capable également de faire ces choses? Un dernier exemple, alors avec l'injection SQL, comme je le disais en introduction, c'est je dirais l'attaque, c'est l'attaque qui est la plus courante parce qu'elle est générée par des robots malicieux sur Internet, des scanners de vulnérabilité qui vont comme ça scanner des milliers d'IP. Alors, le caractère, voilà, le succès de ces attaques est quand même rare, mais c'est aussi là très dévastateur parce que derrière vos applications web, il y a de la donnée personnelle, il y a peut-être tous vos clients, tous vos produits si vous êtes un site e-commerce. Et voilà, on ne sait jamais, on est toujours surpris si vous allez voir par exemple des rapports publics sur des plateformes de bug bounty, il y a encore énormément d'injections SQL, hein, donc voilà, il faut effectivement avoir un WAF qui a un moteur dédié sur ces injections SQL. Alors avant de passer à la démonstration, la cinématique, hein, de la démonstration qu'on va faire aujourd'hui sur l'injection SQL, bon, par exemple un hacker qui va mettre dans une requête une condition qui est toujours vraie, le serveur web va tout simplement transmettre ça à la base de données SQL, l'accès sera accordé, donc là on imagine le scénario d'un formulaire login password qui serait vulnérable à une injection SQL, et là on peut tout à fait penser qu'un hacker serait capable de manipuler cette base de données, avoir accès comme ça à tous les utilisateurs qu'il pourrait y avoir dans cette base. Alors du coup, on va me donner les droits pour partager mon écran puisque on va vous montrer effectivement la facilité d'implémentation de Cloud Protector. Alors, je pense que là, vous allez voir mon écran. Voilà, vous avez mon écran. Alors, je me suis connecté tout simplement à l'interface d'administration de Cloud Protector. D'ailleurs, hein, on me fait signe, mais n'oubliez pas de poser vos questions, hein, dans le chat. Donc là, je vais vous montrer une application qui est protégée derrière Cloud Protector. Alors là, je suis connecté en tant qu'un utilisateur de Rohde & Schwarz, donc j'ai accès à un tenant, le tenant Rohde & Schwarz, avec plein d'utilisateurs différents, avec plusieurs applications web qui sont protégées. Il faut savoir que si vous êtes un service provider, vous êtes un hébergeur, vous pouvez avoir une solution qui est multi-tenant, donc vous pouvez avoir un tenant provider et avoir la vue sur tous vos clients, en sachant que bien sûr les clients ne se verront pas entre eux.
Alors, un premier dashboard, la solution est faite de manière très simple. Un premier dashboard sur le nombre de requêtes, qui a été le nombre total de requêtes sur la période. Et on voit que sur cette période, on a en moyenne 10% du trafic qui sont des attaques. C'est très peu. Si on était dans un contexte de production, ce ratio montrait au-delà des 30%. On a également un petit indicateur sur bien le cache, puisque évidemment, on va pouvoir compresser le trafic, on va pouvoir mettre en cache les images, du contenu statique. Comme ça, c'est un premier dashboard. Je vais aller vous montrer la configuration de l'application. Donc, quand vous allez créer une application dans Cloud Protector, bien sûr, vous allez renseigner son nom de domaine. Vous allez renseigner aussi si vous avez une URL différente sur le back-end. Et on va vous donner, une fois que vous allez configurer ça, un enregistrement CNAME à configurer dans vos DNS. Alors, regardons d'ailleurs si cpdemo.denial.com est bien protégé. Voilà, j'ai fait une première fausse manip. Alors, pour voir si cette application est bien protégée, on va pouvoir faire tout simplement déjà un petit NSLookup sur cette application. Et quand je me renseigne sur l'enregistrement DNS de cette application, on va voir que effectivement, elle est bien redirigée vers un CNAME, vers l'IP de Cloud Protector. Donc là, pas de problème. Tout le trafic des utilisateurs de cette application va bien passer à travers Cloud Protector. Je vais venir après sur l'application. On va regarder le dashboard sécurité. Donc, je vais prendre par exemple mon application cpdemo sur un mois. Je veux voir un petit peu ce qui s'est passé en termes d'événements de sécurité. Et là, je vais être capable rapidement d'avoir une position de sécurité, c'est-à-dire voir un peu les menaces auxquelles est soumise mon application. Et là, on voit par exemple que sur le 3 février, j'ai eu une tentative de cross-site scripting, j'ai eu 3 SQL injection, j'ai eu un brute force et j'ai eu des tentatives d'injection. Tous ces logs, bien sûr, vous allez pouvoir les exporter vers votre SIEM, puisque vous allez pouvoir bien sûr configurer des accès API pour être capable d'exporter comme ça les logs vers votre SIEM. Et puis, si vous n'avez pas de SIEM, on va aller voir directement un petit peu. Si vous n'avez pas de SIEM, vous pouvez bien sûr retrouver tout ça dans les tableaux, Cloud Protector. On aura aussi des indications sur le trafic. Voir un petit peu, tout simplement, voir le throughput de votre application, les temps de réponse, très important pour savoir les performances, comme ça, voir s'il y a de la latence côté utilisateur, et puis d'avoir les volumes d'échange. Donc là, on voit qu'en moyenne, l'application, elle n'échange pas beaucoup de trafic, c'est normal, on est dans un contexte de test. Et puis, j'ai aussi un dashboard sur la bande passante qui a été économisée. On va aller faire justement un petit tour sur cette application. Donc, je vais me créer là, tout simplement un répertoire dans mon application. Et là, je vais avoir différents scénarios de test. Donc, tout simplement, imaginez que c'est votre application e-commerce, votre intranet, un extranet client. On peut imaginer, on peut protéger n'importe quel type d'application derrière Cloud Protector. On peut également protéger des API. On va par exemple tenter donc sur cette application une injection SQL. Donc, vous pouvez imaginer un formulaire, vous pouvez imaginer un champ commentaire. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer sur soumettre ce formulaire? Bien sûr, j'ai une page de blocage puisque toutes les tentatives d'attaque seront bloquées. Quand même, quelque chose d'assez intéressant sur le produit Cloud Protector, c'est que vous ne voulez pas bloquer des requêtes qui pourraient être légitimes. Alexis a parlé tout à l'heure très justement des faux positifs. C'est intéressant de pouvoir bien sûr facilement créer des exceptions. Donc c'est pour ça vous avez la possibilité d'activer ce bouton qui est le Request Access. Si un utilisateur pense que sa requête était légitime et qu'il a été bloqué, il va pouvoir simplement cliquer ici sur le bouton Request Access et on va lui dire merci, votre requête elle a été bien enregistrée. Ce qui va se passer généralement, c'est que votre utilisateur il va prendre ici le blocking ID, qui est une ID unique. Il va vous la transmettre à travers un ticket ou à travers tout simplement un mail s'il a été bloqué. Et on va vouloir aller retrouver ces alertes. Alors, on va aller directement dans l'onglet Alerte. On va reprendre mon application et ici, j'ai un champ de recherche Blocking ID. Et quand je le colle, ici dans le champ de recherche,
je vais pouvoir voir un petit peu le détail de ce qui s'est passé. Et on voit que on a bien eu sur un formulaire post, sur ce chemin, on a une tentative d'SQL injection. Alors, imaginons que cette requête soit légitime. Vous allez cliquer sur le bouton « Ajouter une exception ». Puis là, vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre d'avoir un peu de granularité quand même. Donc, je veux ajouter cette exception uniquement sur une méthode post. Je veux l'appliquer, je veux pas l'appliquer sur toute mon application parce que je veux pas ouvrir de vulnérabilité. Je veux l'ouvrir uniquement sur ce chemin-là. Et là, je vais pouvoir, alors là, pas besoin de mettre la query parce que comme on est sur un formulaire post, il n'y a pas de query string. Je dis tout simplement OK. Et là, ce qui va se passer, c'est que votre exception, en temps réel, elle est prise en compte et elle va être populée là sur les clusters de Cloud Protector. Donc, il faut attendre en moyenne 30 secondes à 1 minute pour que cette exception soit prise en compte. Et vous allez voir ici qu'effectivement, il y a aussi d'autres exceptions qui ont été créées. Donc, je vais essayer de resoumettre voilà, j'ai resoumis là le formulaire et vous voyez que la requête est bien passée. Donc, j'ai rapidement créé cette exception. Un mot important quand même, Alexis l'a rappelé tout à l'heure, l'amende RGPD de British Airways. Il faut savoir que Cloud Protector est hébergé uniquement en Europe. Ça, c'est très important parce que vous avez vu, des données utilisateurs sont forcément loguées en cas d'attaque, en cas de faux positif, on va forcément à un moment stocker un log qui va contenir au moins une adresse IP d'un utilisateur, peut-être un login, peut-être une adresse mail. Donc, il faut effectivement, quand on pense à la réflexion d'un WAF, prendre un WAF qui est compliant avec la RGPD. Et aujourd'hui, dans l'offre des WAF en mode SaaS, il faut prendre en compte cette compliance RGPD. Donc, Cloud Protector est hébergé entre Paris et Francfort sur des data centers résilients. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, peut-être un aperçu rapide de la nouvelle interface qui arrive progressivement. Exactement, tout à fait, j'allais oublier, très bien. Donc, nous sommes en train de déployer une nouvelle interface, bien sûr, beaucoup plus user-friendly. Un petit mot quand même sur justement la configuration de la sécurité. Donc là, je suis retourné sur la nouvelle interface. Il faut savoir que Cloud Protector se veut plug and play, donc vous avez uniquement 3 niveaux de sécurité qui vont allier le meilleur de la sécurité et de la performance, ce sera un juste milieu. Donc sauf que vous êtes sur un site internet, je dirais peut-être plutôt un site internet statique, vous allez être en mode standard. Sur des choses beaucoup plus critiques, vous allez augmenter comme ça le niveau de sécurité. Vous avez des fonctionnalités, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe en cas d'attaque? Est-ce que vous voulez uniquement le mettre en mode transparent pour les 15 premiers jours? Est-ce que vous voulez le mettre en report and block, etc. Et on a également des restrictions IP. On voit qu'ici, moi, j'ai interdit sur mon application les IP qui viennent de Chine. Je peux également être très granulaire et dire que je veux par exemple aussi, là vous voyez que j'ai cliqué sur le continent donc africain, je veux pas que des utilisateurs du continent africain se connectent sur mon application. Je vais également être capable d'être très granulaire sur la réputation IP, c'est-à-dire que sur des IP qui sont reconnus pour être des scanners, je vais les bloquer, tout simplement. Ça, c'est IP réputation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, puisque nous serons heureux d'y répondre après, à la fin de ce webinaire. Voilà, j'ai fait le tour. On pourra y revenir si jamais il y a des questions. Parfait. Merci Valentin. Encore un petit mot sur l'architecture de la solution. Je vais reprendre la main sur l'écran. Il faut peut-être, Valentin, que tu désactives ton partage. C'est bon. Je crois que c'est bon, voilà. Hop. Et je vais donc afficher mon écran. Logiquement, vous devriez le voir. Parfait. Ouais. Tu peux passer à la slide suivante. Bon, ça, c'est ce qu'on a fait, effectivement. C'est la cinématique de l'attaque que je vous ai montrée avec la résolution d'infos positifs. Donc, le moteur avancé de détection d'injection SQL a bien fonctionné et on a été capable de mitiger l'attaque. Un petit mot sur l'architecture de la solution. Donc, comme je le disais, Cloud Protector est une solution SaaS scalable qui s'adapte à vos pics de trafic et qui est donc l'architecture est la suivante. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai fait le NS Lookup, le trafic
il y a un changement DNS à faire pour que le trafic soit redirigé vers les infrastructures de Cloud Protector. Il passe bien sûr sur une première barrière qui est l'anti-DDoS volumétrique. Il va passer ensuite les routeurs, il va arriver sur les load balancers qui vont load balancer votre trafic applicatif sur des dizaines d'instances de WAF. Et puis ensuite, on va tout simplement envoyer le trafic vers vos backends, vers votre IP public. Et donc, il faudra autoriser sur votre infrastructure uniquement les flux venant de Cloud Protector. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, l'infrastructure, elle est bien sûr monitorée en temps réel. Et si jamais on détecte là, dans ce cas, une attaque volumétrique DDoS qui serait supérieure à 1 gigabit, et bien, ce qui va se passer, c'est qu'on a un data center de débordement dans un cloud souverain qui va se mettre en route et on va comme ça orienter le trafic DDoS vers ce nouveau data center qui va être monté tout simplement de manière automatique en cas d'attaque. Et on passe de 40 gigas avec l'infrastructure du provider One à 1 Tera de capacité de DDoS. Avec notre partenaire, effectivement. En quelques minutes. D'un point de vue utilisateur, ce qui est important de dire, c'est que vous pouvez du coup accéder à la fois aux métriques, donc aux indicateurs de sécurité, vous l'avez vu avec ce que vous a présenté Valentin, au paramétrage de la sécurité, mais aussi à l'automatisation. Donc tout ce que vous voyez en interface est réalisable par API. Donc que ce soit pour intégrer un virtual patch sur l'ensemble des applications, si vous voyez une faille que vous n'avez pas le temps de résoudre d'un point de vue production, parce que ça peut engendrer des effets de bord, le panic patching, mais aussi pour accéder à des réglages, on va dire, plus standards et plus conventionnels par API. Tout à fait, tu fais bien de le rappeler. Alors justement, la réduction du coût total de possession est un point particulièrement important parce que chaque solution qui va être intégrée, et d'autant plus dans le contexte actuel qui est d'un point de vue budgétaire restreint, il va falloir le justifier et que le coût total de possession soit optimisé. Contrairement à d'autres solutions, la cybersécurité, on ne peut pas réellement faire un retour sur investissement de l'intégration d'une solution de cybersécurité. C'est un peu comme quand vous prenez une assurance, elle n'est rentable que quand vous en avez besoin, mais on ne peut pas savoir à l'avance si on en aura besoin ou pas. Donc justement, c'est des coûts d'infrastructure optimisés pour optimiser le coût total de possession qui sont le premier pilier. C'est-à-dire qu'avec une solution en mode SaaS, vous allez être en mesure de vous reposer sur un fournisseur avec de la souscription qui assurera l'ensemble des coûts justement qui seront mutualisés avec l'ensemble des clients. Donc ça, c'est un point important parce que c'est déjà optimisé, pas de VM à allouer, pas d'appliance physique à renouveler en fin de garantie tous les 5 ans, pas d'ouverture de flux en interne. Donc vous optimisez vraiment le renouvellement des équipements et l'augmentation de capacité d'installation. Aussi, si vous estimez pour 5 ans, lorsque vous achetez vos équipements, que le trafic sera à ce niveau-là et que finalement il explose par hasard à cause d'une pandémie, du coup, vous allez être obligé de repasser à la caisse et de racheter des boîtiers plus performants, tandis que Cloud Protector va être en mesure de vous apporter de la scalabilité et une adaptabilité en fait à votre trafic. Justement, la capacité évolutive et instantanée, c'est qu'on va être en mesure de vous apporter immédiatement une réponse à des pics de trafic. Donc justement qu'il soit légitime, ce qu'on vous souhaite, ou illégitime avec du DDoS pour être en mesure de mitiguer, pour prendre un anglicisme, les attaques DDoS. Donc ça, c'est un point relativement important et un point différenciant aussi par rapport aux autres acteurs du marché, c'est que Cloud Protector ne bride pas le trafic. Donc si vous avez un pic de trafic légitime dû au lancement d'un produit, par exemple, vous n'allez pas être bridé par rapport au plan que vous aurez souscrit et à la bande passante que vous aurez souscrite. Le troisième point, c'est répondre facilement au top 10 de l'OWASP. On l'a vu avec l'exemple que Valentin vous a présenté. Les injections SQL, dans le cas de la présentation, ou même les cross-site scripting, pardon, les XSS, doivent être en mesure d'être adressés par une solution de Web Application Firewall en mode bloquant. Et donc, justement, les 3 niveaux de sécurité que vous avez pu voir dans la démonstration permettent d'adresser justement ces attentes et ces objectifs. En plus, on va avoir la réputation des utilisateurs, la géolocalisation et des règles custom dont on n'a pas parlé, mais vous avez la possibilité aussi de créer des blacklists directement dans le produit sans avoir forcément une exception à réaliser ou quoi que ce soit. Vous pouvez créer vos propres règles. Et enfin, profitez d'un déploiement immédiat, une simple redirection DNS et vous êtes protégé en quelques secondes. Donc, le temps d'installation et de configuration, ce qu'on appelle le build, et aussi bien le run, le MCO, va être complètement
optimisé et réduit. Et à noter que vous avez 15 jours gratuits de Cloud Protector, donc vous pouvez le tester Exactement. dès maintenant en vous créant un compte et en redirigeant une application de test. Effectivement. Et pour revenir sur ce que Valentin a dit et ce qu'on a vu tout à l'heure dans les enjeux lorsqu'on adopte une solution SaaS et cloud, c'est que Cloud Protector est la seule solution française et d'expérience avec plus de 20 ans de sécurité, de moteur de sécurité et d'investissement R&D sur le sujet qui soit conforme RGPD. Voilà. Donc, vous stockez vos certificats, les logs, les données personnelles. Cloud Protector est conforme RGPD. Alors, effectivement, merci Alexis. On va arriver là très rapidement à la conclusion. Je pense que on a déjà abordé ce point, mais vous avez compris donc que Cloud Protector s'adapte à vos pics de trafic, hein, voilà, si vous avez lancé une réduction, si vous êtes en période de solde. Vous alliez la scalabilité, la puissance du cloud, puisque vous avez aussi le paiement à l'usage. Alors, améliore votre sécurité, pourquoi? Parce que derrière, on a des équipes qui font sans arrêt des améliorations sur les moteurs de sécurité. Donc, vous n'avez pas à prévoir de mise à jour. Vous êtes protégé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, un point à ajouter là-dessus, c'est qu'on a un moteur qui s'appelle la scoring list et qui est associé à l'analyse heuristique et grammaticale, qui vous permet aussi de vous prémunir des attaques de type zero day, bien souvent, qui ne sont pas encore sorties et qui ne sont pas encore dans nos moteurs de blacklist, dans la mesure où on va pondérer le poids des menaces dans la requête pour faire en sorte de bloquer ou non. Donc ça, c'est un point important puisque ça vous permet de vous prémunir en plus de ce qui n'est pas encore connu. Tu fais bien de le rappeler. Toujours disponible, il y a un point, c'est pas uniquement un argument marketing écrit sur une slide. Avec Cloud Protector, lorsque vous allez souscrire via votre partenaire, vous avez un engagement ferme de notre part de la disponibilité. Cet engagement, il est soumis à des pénalités en cas de manquement à cet engagement. Donc ça, je pense que c'est un point très important parce que là encore, je pense qu'il n'y a aucun autre acteur en mode SaaS qui s'engage avec un contrat qui prévoit des pénalités en cas d'indisponibilité. De plus de 99%. De plus de 99,99999. Une mise en œuvre facilitée. Là encore, on l'a vu, hein, c'est tout simplement une conclusion. Plug and play, simple redirection DNS. Et dans la période de build, vous pouvez tout simplement mettre Cloud Protector en mode report only pour voir un petit peu justement avoir votre position de sécurité sans risquer de bloquer quoi que ce soit. Un modèle donc de tarification à 2 niveaux. Donc vous avez deux plans, hein. Vous avez le premier, c'est le plan Enterprise qui va tout simplement vous proposer toutes les fonctionnalités dont on a parlé avec une protection anti-DDoS, de la réputation IP pour lutter contre les mauvais robots, pour lutter contre le trafic malveillant. Il va vous proposer également de la double authentification et vous allez avoir là 20 mégabits de bande passante garantie. Donc, c'est pas, vous n'avez pas simplement 20 mégabits, vous avez plus, mais on va vous garantir 20 mégabits. Et puis, bien sûr, on peut vous garantir plus si tout simplement votre application nécessite plus. Vous avez un support direct éditeur. Si vous souscrivez par un partenaire, le partenaire peut faire le premier niveau de support, l'implémentation. Et si jamais en cas de bug, en cas de voilà, vous voulez créer peut-être une règle, quelque chose de spécifique, vous avez un contact direct avec un support en français. Et puis on a une édition qui est aussi qu'on appelle business, dans laquelle vous allez avoir une sécurité standard, vous allez avoir une bande passante garantie moindre, vous allez avoir du support, mais uniquement un support par email. Et là, la solution est beaucoup plus, je dirais, en termes de coût, elle va être beaucoup plus agressive parce qu'il n'y a pas l'option anti-DDoS. Si votre application voilà, est moins critique, vous n'avez pas forcément peut-être besoin de vous prémunir contre du DDoS volumétrique. Et donc là, vous avez quelque chose de très, très, très abordable et très compétitif. C'est plutôt un plan adapté aux très petites entreprises ou aux PME. Très généralement, ce qu'on constate. Un petit mot sur, je continue sur quand même qui on est. On met volontairement cette présentation à la fin pour pas forcément vous embêter, mais avant de répondre à vos questions, une présentation de Rohde & Schwarz. Rohde & Schwarz, comme son nom l'indique, est une entreprise allemande qui a fait de la croissance externe en achetant dans la cybersécurité pour créer vraiment un portefeuille produit cybersécurité, en rachetant, je l'ai dit tout à l'heure, Denial il y a plus de 4 ans maintenant, qui était leader sur la partie WAF. Donc on est une société
européenne, ça c'est très important, à capitaux familiaux, donc c'est pas à capital spéculatif boursier. Plus de 25 ans d'expérience, plus de 600 clients en Europe et dans le monde, et des technologies qui sont marquées par leur caractère souverain et certifiées par l'ANSSI. Alors Cloud Protector n'est pas certifié et qualifié par l'ANSSI, mais il bénéficie des moteurs de sécurité qui sont présents dans la version on-premise qui, elle, est certifiée et qualifiée par l'ANSSI. On met l'accent sur la satisfaction de nos clients, c'est dans nos valeurs. Et vous pouvez aller effectivement sur Gartner Peer Insight si vous souhaitez voir des commentaires de nos clients qui sont des avis vérifiés, vérifiés par le Gartner. Donc vous pouvez effectivement taper Ronen Schwartz. Alors je vais repasser la main à Alexis pour justement évoquer quelques références. Oui, tout à fait. Alors, on va volontairement pas les citer, merci Valentin, mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que Ronen Schwartz Cybersecurity, sur son offre de Web Application Firewall, et donc avec Cloud Protector, est présent sur tous les secteurs d'activité. Ça va à la fois de la petite entreprise, si je puis dire, ou à la collectivité territoriale, que ce soit pour Cloud Protector ou le WAF conventionnel que vous connaissez aussi, à des grands groupes et des filiales de grands groupes, notamment bancaires, qui font confiance à nos solutions pour les accompagner, avec parfois près de 1000 applications qui sont configurées sur Cloud Protector. Donc c'est une offre qui s'adresse à tous les secteurs d'activité, à toutes les tailles d'équipes, à la fois avec des équipes importantes et des enjeux forts en termes de cybersécurité, et à la fois pour des équipes réduites qui doivent avoir une solution clé en main, rapide à déployer et qui fait bénéficier d'un bon niveau de sécurité. Justement, ce qu'apprécient nos clients, et c'est un point qu'a mis en exergue Valentin à l'instant, c'est la proximité de l'éditeur avec ses clients. Donc évidemment, on repose sur nos partenaires intégrateurs qui se forment régulièrement et qui vont promouvoir nos solutions. Mais on garde toujours ce lien de proximité et privilégié avec nos clients qui se manifeste avec de l'accès direct à notre support, ce qui est quand même inédit sur le marché du Web Application Firewall et qui a fait notre réputation. Mais aussi, dès que vous avez des suggestions, des attentes en feature request, que nous tâchons de mettre dans la roadmap pour valoriser les attentes justement de nos clients. Le portefeuille de produits, vous avez 3 business units majeurs chez Ronen Schwartz Cybersecurity. Évidemment, la partie Application and Cloud Security, vous l'aurez compris, est celle dans laquelle nous nous positionnons et celle qui émane du rachat de Denial puis de Beware, si vous connaissez un petit peu notre historique, et qui se concentre réellement sur la sécurité des applications web ainsi que des API. Justement, la roadmap court terme de Cloud Protector va encore plus mettre l'accent sur la sécurité des API, au même titre que notre offre on-premise qui est reconnue sur ce point-là. Donc, tout ce qui est web service, flux, JSON, XML. La connexion des utilisateurs aux applications sur notre offre conventionnelle on-premise. Le chiffrement des documents dans les plateformes collaboratives avec notre solution Trusted Gate, qui est une solution novatrice pour justement protéger vos données dans les services cloud de collaboration, type Office 365, SharePoint, Teams, etc. Donc vis-à-vis notamment du Cloud Act et du Patriot Act ou même des hackers. Vous avez 2 autres business units, donc la partie Endpoint Security, dont l'offre phare va être un navigateur sécurisé qui va enclaver la navigation web par rapport au poste de travail, justement pour adopter une approche zéro trust vis-à-vis de ce qui se produit sur Internet. Et enfin, Network Security, qui est une offre historique de Ronen Schwartz Cybersecurity sur la partie chiffreurs de niveau 2, qui sont certifiés outre-Rhin par le BSI, NATO Restricted, et qui bénéficient même d'une reconnaissance par l'ANSSI au niveau des certifications. Alors justement, la session de questions-réponses, nous y arrivons. Donc merci pour votre attention et pour les questions que vous nous avez posées tout au long de cette session. Vous avez été nombreux et les participants ont continué à augmenter tout au long de la session. Donc je vous propose maintenant de passer aux questions que nous avons reçues tout au long de la présentation et nous allons tâcher d'y répondre pour la plupart, et sinon, évidemment, nous reviendrons vers vous par mail par la suite. Alors, j'ai une première question. Donc, lors de l'analyse d'une requête d'exception, y a-t-il une aide pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une attaque? Donc, j'imagine que, effectivement, lorsque vous avez une requête bloquée, vous demandez est-ce que je dois l'ajouter en exception ou non? Alors, premier élément de réponse, de toute façon, on va vous accompagner sur l'intégration d'une application sur Cloud Protector et puis vous allez voir très facilement s'il s'agit d'une attaque ou pas, parce que vous allez avoir le détail de ce qui a matché
Et donc, si vous voyez qu'il y a des caractères SQL, des choses qui sont un peu bizarres, vous allez franchement très vite vous apercevoir s'il s'agit d'une attaque ou non. C'est quand même assez voilà, intuitif au niveau de... Ouais, tout à fait. On a une question. Est-ce que Cloud Protector est disponible en managed service géré par les équipes d'Inayo, maintenant Rodé Schwartz? Oui, tout à fait. C'est possible. Donc, on a déjà, dans un premier temps, des partenaires certifiés qui le font très bien et qui ont un accès privilégié à notre support pour qu'on soit très réactif. Mais effectivement, nous proposons une offre de service managé que nous allons tailler, si je puis dire, sur mesure par rapport au contexte de nos clients, donc au nombre d'applications que vous avez, au niveau aussi de relations que vous attendez par rapport à Rodé Schwartz, outre évidemment la fourniture du service. Donc par exemple, est-ce que vous souhaitez qu'on accorde des sessions d'analyse approfondie des logs, d'audit qui vont se réaliser plusieurs fois par an, de recommandations. Donc ça, on va pouvoir vous accompagner sur le sujet. Alors ensuite, une autre question, tarification au nombre de sites web ou au débit traité? Alors les deux, mon capitaine. Donc effectivement, il y a deux. Donc la première chose, c'est d'ouvrir votre tenant. Donc il y a une souscription pour la première application qui est aux alentours de 5 000 € prix public pour avoir l'offre Enterprise avec 20 mégabits de bande passante garantie avec l'anti-DDoS. Donc ça, c'est le premier niveau de souscription. Ça vous ouvre votre tenant, ça vous ouvre la première application. Puis ensuite, le tarif est beaucoup moins cher par application que vous rajoutez après. C'est dégressif. C'est très dégressif. Donc après, voilà. Donc après, effectivement, il y a cette première souscription qui ouvre votre tenant client ou partenaire, et puis ensuite le nombre d'applications, au nombre d'applications avec un modèle dégressif. Alors, j'ai une deuxième question qui est la même. On a une question aussi sur les zero day, les mécanismes de détection utilisés. Donc, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est tout ce qui est analyse heuristique, analyse grammaticale et scoring list qui vont être en mesure, en fait, de s'assurer que la requête est illégitime avant de bloquer. Donc, ce qui assure le meilleur niveau, enfin, le meilleur ratio attaque bloquée versus faux positif et qui est en mesure, justement, de donner un poids à ce qui est malveillant au niveau de la requête. Il faut savoir aussi que les 3 niveaux de sécurité packagés de Cloud Protector évoluent constamment. Donc, il y a beaucoup de mécanismes derrière qui sont mis à jour régulièrement par la cellule d'ARC chez nous, qui s'appelait avant Denial Research Center, qui s'appelle maintenant Data and Application Research Center, qui va être notre cellule qui va mettre à jour ces moteurs. Parce qu'un petit mot là-dessus, effectivement, une attaque web, hein, souvent, elles sont différentes, mais c'est comme une recette de cuisine, c'est un peu les quantités qui changent. Donc, effectivement, ce moteur est capable, en pondérant certains mots-clés, en pondérant certains patterns, de se dire, bah, tiens, le résultat là, cette requête présente trop de risques, donc je bloque. La certification ANSI est-elle une cible prévue? Alors, le cadre de certification des solutions SaaS au niveau du WAF n'est pas encore défini et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en mesure d'avoir cette certification. Voilà, c'est autre chose que d'installer une VM ou un boîtier physique et de l'auditer. Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour du WAF en mode SaaS. En revanche, on est extrêmement transparent avec nos clients et nos partenaires sur l'architecture de la solution. On rentre vraiment dans le détail pour vous assurer de ce qu'il y a derrière et des mécanismes de sécurité et du durcissement de la solution auquel on veille particulièrement. Alors, on va encore prendre deux, trois questions, puis après on va clore. Le tarif est proportionnel au trafic ou fixe par site? Ben non, j'ai répondu à la question, hein, il est bien fixe. Après, si vous avez besoin d'une garantie de bande passante étendue, effectivement, il y aura aussi des options pour vous proposer du 50 garantie ou du 100 garantie. Alors, je crois qu'on a un nostalgique du nom de Denial. Ah oui, ouais, je vois ça, on a une remarque, effectivement, oui, bon, malheureusement, bon, bah oui, on aurait bien aimé garder aussi. Beaucoup en interne. On le garde beaucoup en interne, mais effectivement, il y a une rationalisation de l'offre. Ce qui est important aussi, c'est que le constat qu'avait réalisé Rodé Schwartz lorsque la division cybersécurité a été créée, c'est qu'il y avait pléthore en fait de petits acteurs européens en cybersécurité et qu'il n'y avait pas un grand nom de la cyber qui se démarquait à l'instar de concurrents américains ou israéliens. Et donc, c'est la raison pour laquelle la croissance externe et les rachats réalisés par Rodé Schwartz Cybersecurity sont sous pavillon Rodé Schwartz Cybersecurity pour créer une offre commune de confiance. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas conservé le nom d'Inayo. Mais nous le gardons dans nos cœurs. Nous sommes historiques d'Inayo avec Valentin. Donc ensuite, on a une question sur le Magic Quadrant de Gartner. C'est une très bonne question. Alors, c'est pas même la personne me met entre parenthèses manque d'investissement, de développement ou d'innovation. C'est pas vraiment ça.
il faut savoir que les critères pour rentrer dans le Magic Quadrant sont devenus de plus en plus stricts. Et ces critères prévoient, vous pouvez aller voir, prévoient qu'il faut un data center aux États-Unis. Vous avez compris dans notre présentation que ce n'est pas notre cœur de marché, puisque nous avons cette empreinte souveraine, compliant RGPD. Donc ça, on va dire que c'est le critère majeur qui nous bloque pour revenir dans le Magic Quadrant. Et ensuite, il y a également un engagement, enfin une condition de chiffre d'affaires qui est astronomique. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant, vous allez retrouver dans le Magic Quadrant du WAF Azure, du WAF Amazon. Je vous laisse du coup l'appréciation de ce Magic Quadrant. Mais effectivement, c'est un point fort et notre engagement pour des solutions souveraines et européennes est représenté aussi par cette absence, puisque nous gardons des relations avec le Gartner et notamment avec Gartner Peer Insight. Mais bien sûr, c'est très important de le rappeler que Peer Insight, bien sûr, c'est très important. Et nous sommes reconnus aussi dans la Forrester Wave. Nous sommes dans la Forrester Wave en tant qu'acteur du WAF. Mais comme nous sommes essentiellement représentés en Europe et c'est un choix, puisque dès que nous allons avoir un data center aux États-Unis, nous allons être soumis au Cloud Act et au Patriot Act avec une présence aux États-Unis. Nous souhaitons garder notre présence européenne tout en accentuant nos investissements et notre notoriété à la fois en France, en Allemagne et un petit peu sur les autres continents. Donc merci à tous pour votre participation. On arrive à la fin de ce webinaire. On a été ravis de vous présenter cette solution. Merci à vous. Je pense qu'Alexis, tu laisses le mot de la fin. Bon, je vais clôturer ce webinaire avec nos petites notes. Vous allez recevoir l'enregistrement dans les prochaines heures. Donc, pour toutes questions qui sont malheureusement restées sans réponse, nous les avons mises de côté et nous reviendrons vers vous directement. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions avec Valentin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions qui vous viennent ensuite. Vous pouvez aussi directement vous connecter sur Cloud Protector. Alors, vous avez juste à taper Cloud Protector dans Google. Vous verrez, je m'y engage, on arrivera en haut et demander votre accès pour 15 jours gratuits. Nous avons justement un prochain webinaire qui est prévu le jeudi 11 février à 10 h, même heure, même endroit certainement. Le thème sera comment automatiser vos applications dans un contexte de cloud hybride ou multi-cloud et du coup qui sera présenté par l'un de nos collègues et qui adressera surtout les sujets autour de notre sécurité, enfin de notre solution Web Application Firewall historique conventionnelle qui se déploie à la fois en VM, en matériel physique et dans les cloud providers majeurs, GCP, AWS, Azure. Vous allez voir, c'est un sujet passionnant qui sera présenté juste après, au prochain webinaire. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.